Alors, je vous propose qu'on démarre cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, voilà, vous êtes ici en présentiel à Lille, mais aussi à distance. On a une vingtaine d'inscrits à distance. Donc, c'est un événement effectivement nouveau qu'on a voulu effectivement initier, donc habiller la singularité mode inclusive et handicap, donc organisé par la chaire Tech Care. On la présentera juste après, en partenariat effectivement avec H2I, bien apporté, et aussi avec le soutien d'Alcor, de Malakoff Humanis et de la région Hauts-de-France. Donc voilà, on est ici ensemble donc, jusqu'à 17h, 17h30. L'enjeu de cet après-midi, c'est d'échanger surtout. Donc effectivement, on a voulu ce temps d'échange avec des experts de la mode inclusive, des chercheurs, des retours d'expérience aussi d'entreprise. On a essayé de mixer tout ça pour essayer effectivement d'identifier les enjeux du secteur mode et handicap, faire un état des lieux des solutions de prêt-à-porter pour les personnes en situation de handicap, et aussi, pourquoi pas, faire émerger des pistes de développement très concrètes à l'issue de cette journée. Donc, cet après-midi est divisé en 3 temps. Donc, une première table ronde avec les personnes qui sont à côté de moi, qui va permettre effectivement de faire un état des lieux, un propos un peu introductif justement sur les enjeux de l'inclusion dans la mode responsable. On aura ensuite un deuxième talk qui viendra présenter, en tous les cas, illustrer comment mettre en place des approches participatives. Et enfin, on aura une table ronde avec des regards croisés chercheurs et entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. On a voulu cet après-midi laisser aussi du temps aux échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit en ligne dans le chat ou ici en présentiel. Donc voilà, si ça vous va, je vous propose qu'on démarre avec le premier temps. Donc ce premier temps, c'est effectivement un temps d'introduction qui va permettre de repréciser un peu les différentes notions. Qu'est-ce que l'inclusion? Qu'est-ce que effectivement on entend derrière mode inclusive? Donc autour de moi, donc j'ai 4 personnes. Donc Isabelle Robert, donc cofondatrice de la chaire Tech Care et maître de conférence à l'IAE de Lille. Maud Herbert, cofondatrice aussi de la chaire Tech Care et professeure de marketing à l'IAE de Lille. J'ai aussi Muriel Robin, qui est effectivement fondatrice et présidente de Cover Dressing. Et enfin, Jean-Philippe No, maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de Nancy, qui représente aussi le réseau H2I. On le présentera juste après. Peut-être effectivement, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être Isabelle ou Maud, peut-être juste en deux mots, présenter la chaire Tech Care. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on est partenaire aujourd'hui avec Bien Apporté et le réseau H2I. La chaire Tech Care, c'est en fait une chaire interdisciplinaire. Donc, on est composé d'une bonne dizaine de chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, on a donc dans ces chercheurs-là plutôt des chercheurs en marketing, mais aussi des économistes. Voilà, et ceux qui font du marketing sont plutôt en sociologie de la consommation. Et on travaille depuis maintenant à peu près 4 ans avec des ingénieurs textiles de Lancet. Donc, nous représentons une équipe qui a décidé de s'emparer du sujet de la mode et de l'économie circulaire dans la mode. Et à cette occasion, nous avons un certain nombre de chantiers, d'axes de recherche, et nous travaillons à la fois avec des entreprises du secteur privé, mais aussi avec des associations, des institutions. Donc, voilà, donc c'est une chaire qui est aussi une chaire un peu indépendante et qui est notamment hébergée par la Fondation de l'Université de Lille. Si vous voulez en savoir un peu plus, nous avons des petits leaflets que nous pourrons vous distribuer à la fin de cet événement. Et puis, n'hésitez pas à venir nous trouver aussi. Et ce que nous essayons de faire là aujourd'hui, c'est quelque chose qui participe aux missions de la chaire, c'est-à-dire diffuser de l'information, proposer des échanges, des débats, et décloisonner aussi un peu la recherche des bureaux et la confronter à la réalité du terrain et vice-versa. Voilà, merci. Merci Maud.
Je laisse un peu de suspense effectivement sur la présentation de Bien Apporté et H2I qu'on fera juste après. Peut-être effectivement, voilà, en rentrant maintenant un peu plus dans le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, un premier temps peut-être Isabelle sur l'état des lieux effectivement de la mode inclusive aujourd'hui dans le prêt-à-porter. Merci Anthony. Merci à vous tous d'être présents effectivement à cette demi-journée consacrée à la mode inclusive. Alors, avant de présenter l'état des lieux, je vais revenir sur la genèse en fait d'un terme qu'on utilise de plus en plus, qui est le business model inclusif, et qui a en fait pris racine il y a maintenant au cours des années 2000 et qui se rattache en fait aux politiques de croissance qui se sont développées notamment dans les pays du Sud, avec cette idée de développer des business modèles inclusifs pour les populations déshéritées et les populations pauvres. Et c'est ce qu'on a appelé initialement toutes les business models BOP, hein, c'est-à-dire bas de la pyramide. Aujourd'hui, cette notion de business model inclusif, effectivement, a un sens beaucoup plus large, même si sa terminologie n'est pas complètement circonscrite. Mais globalement, on peut se poser la question, enfin, on peut, je dirais, circonscrire cette notion autour de trois questions qui sont les suivantes. Inclusivité envers quoi, inclusivité de qui et inclusivité dans quoi. Alors, bien évidemment, mes propos vont je dirais, se rapprocher de notre secteur d'activité qui est le secteur de la mode et de l'habillement pour se poser la question, effectivement, inclusivité envers quoi et pourquoi aujourd'hui le secteur du textile doit se reposer cette question. Effectivement, ce qui s'est passé depuis maintenant une quinzaine d'années et bien avant également, on a eu une exclusion grandissante de nombreux consommateurs qui ont été soit exclus, soit oubliés par le secteur de la mode. Et aujourd'hui, la question, c'est comment en fait répondre à cette défaillance de marché qui s'explique pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, pour des raisons éducatives. Trois raisons qui nous viennent à l'esprit. Alors bien évidemment, cette exclusion des parties prenantes que sont effectivement l'inclusion de qui sont les personnes en surpoids, les personnes en situation de handicap, une partie des seniors, des personnes qui ont des maladies chroniques, etc. Toutes ces personnes ont été oubliées, sont oubliées par effectivement le monde du textile. Alors, ça s'explique, ça vient de quoi plus particulièrement? L'avènement de la fast fashion, hein, l'avènement de la fast fashion qui s'est corrélé d'une part avec une standardisation poussée, bien évidemment une globalisation et qui fait qu'on en a complètement oublié le terme de morphologie. Alors, cette première raison aussi est liée à un aspect culturel, c'est-à-dire au diktat de la mode où effectivement tout va être centré sur plus particulièrement une femme, je dirais, jeune et mince, avec effectivement une gamme très, très peu profonde qui va délaisser une population de plus en plus croissante en situation de handicap ou pour des raisons de poids. Alors, la deuxième raison, elle est essentiellement liée aussi au problème des formations, hein, où ces modules, je dirais, de mode inclusive, où c'est le grand absent en fait, des formations, ce qui fait que les stylistes aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas été formés à penser différemment hein, la mode et à penser effectivement par rapport à ces populations oubliées. Trois éléments qui sont, je dirais, liés à des raisons économiques. La fast fashion qui, effectivement, est incarnée par ce renouvellement incessant des collections, va, je dirais, engendrer le fait qu'on va réduire la profondeur des gammes au profit, effectivement, d'un accroissement du nombre de références pour, effectivement, alimenter ce renouvellement. Ce qui fait que globalement, effectivement, le nombre de tailles va être beaucoup plus restreint et on va effectivement prioriser, je dirais, cette collection. Autre élément aussi qu'on constate sur le marché, c'est qu'en matière de coûts,
se pencher sur ces populations en surpoids, ces populations en situation de handicap, pardon, ça signifie aussi un surcoût en matière de patronage, en matière de tissu. Ça demande aussi, ça nécessite des renforcements, enfin, ça nécessite énormément de surcoûts qui, je dirais, dans une situation très tendue depuis maintenant 15 ans dans le secteur du textile, n'a pas été en fait prise en compte. Alors, inclusion de qui? Je viens d'en parler. Inclusivité dans quoi? Effectivement, alors je vais vous présenter l'état des lieux de ce qu'on a réalisé là au niveau de la chaire. C'est de se poser la question comment on inclut. Alors, il y a deux façons d'inclure, hein. Quand on passe mode inclusif, généralement, on pense par le travail, c'est-à-dire comment on inclut notamment des populations en situation de handicap dans les entreprises. On va voir le topo, notamment dans le secteur du textile, ou effectivement une inclusivité des consommateurs qui ont été oubliés par ce secteur. Alors, si on regarde le premier constat, donc une inclusion par le travail, effectivement, on a repéré, là c'est une étude qu'on a menée sur 60 marques, 60 marques non alternatives, hein, marques conventionnelles, classiques, qui sont sur le marché français. Donc, une étude des sites Internet, plus des rapports RSE si effectivement les marques avaient réalisé ce rapport sur les dernières années. Donc, on s'aperçoit qu'on a à peu près la moitié des marques qui vont effectivement mettre à destination du grand public des informations davantage poussées sur l'inclusion par le travail. Presque la moitié des marques vont effectivement s'engager en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Comment ça se caractérise? Quels sont les éléments qui sont mis en avant? La sensibilisation des salariés au handicap, le recrutement des travailleurs en situation de handicap, l'aménagement des horaires et des espaces, la formation de l'encadrement. Et ce qui nous donne, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même je dirais, une intégration de très différente d'une enseigne à une autre, d'une marque à une autre, avec des taux d'intégration du personnel entre 3,1 et 6,65%. Mais en progression, si on regarde les différents chiffres. Dans l'inclusion par le travail, au niveau des personnes en situation de handicap, on s'aperçoit aussi que quelques marques, 8, précisent en fait qu'elles développent, je dirais, des partenariats avec le secteur protégé, notamment pour le développement de collections capsules et notamment avec des ESAT. Alors, deuxième recherche sur une inclusion par effectivement le consommateur. On s'aperçoit que, alors, excusez-moi, une inclusion des consommateurs vulnérables ou des exclus du marché, quelles sont les propositions de valeur formulées par les différentes marques ou les enseignes? Là, on s'aperçoit qu'on est un peu en deçà de l'inclusion par le travail, puisqu'en fait, 19 marques sur 62 proposent une offre produit grande taille, qui est essentiellement des enseignes je dirais, de fast fashion, voire aujourd'hui d'ultra fast fashion, qui, en fait, je dirais, commencent à développer de façon plus en plus importante des gammes à destination de ces personnes en surpoids. Alors, un fait assez marquant, c'est que 14 marques sur 62 ont développé effectivement une offre en lingerie et plus particulièrement en offre de soutien-gorge ou de maillot de bain post-opératoire. Notamment, là, on a vu effectivement fleurir ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup d'onglets spécifiques à, je dirais, cette offre singulière. Là, on voit bien évidemment que c'est la lingerie qui est le segment le plus visité. 4 marques sur 62 ont développé une gamme ad hoc destinée aux consommateurs en situation de handicap. Donc là, c'est quand même, on voit que les chiffres sont bien moins importants, avec généralement en lien avec des associations. 2 marques sur 62 ont développé un site internet adapté aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire notamment pour les malvoyants. Et seulement 2 marques sur 60 proposent des conseils en morphologie, c'est-à-dire que alors, nous, on a vu, parce qu'on travaille évidemment sur la mode circulaire, on a vu des onglets fleurir sur les sites des marques, notamment
en conseil en entretien, hein, ça c'est assez important ces derniers mois. Et là, par contre, en morphologie, c'est quand même le grand vide, c'est-à-dire qu'on n'a que 2 marques sur 60 qui proposent en fait à leurs clients de réfléchir à leur morphologie, ce qui a été le grand oubli. Je tiens à préciser que toutes ces données sont issues des sites Internet. Il y a sûrement des données manquantes, mais site Internet et rapport RSE, hein, bien évidemment. Je termine mon intervention pour dire, alors là, c'est côté offre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe côté consommateur? Côté consommateur, effectivement, on voit poindre, je dirais, des demandes de plus en plus importantes des consommateurs qui affirment être confrontés à des difficultés lors de leur shopping à hauteur de 29%. Je pense que Muriel, notamment pour les personnes en situation de handicap, les populations effectivement seniors, etc., va nous en parler plus longuement après. 66% des Français souhaitent que les marques proposent une plus large gamme de tailles. Ça, c'est vraiment, je dirais, une remarque récurrente. 80% des femmes qui s'habillent en taille 42 et plus se sentent discriminées par les marques, alors que, je dirais, la taille 42 représente 60%, je dirais, des femmes aujourd'hui. 85% des femmes qui s'habillent en 42 et plus se sont déjà senties déprimées, alors qu'elles ne parvenaient pas à trouver un vêtement uniquement à cause de leur taille. Or, elles représentent plus d'une Française sur 2. Et d'autre part, on s'aperçoit qu'effectivement, en réponse, les marques sont à destination de ces populations proposent davantage leur gamme sur Internet, en ligne, plutôt que offline. Et puis, je dirais, des attentes de plus en plus importantes, notamment des militants, ces shoppers dits militants, qui représentent 8,3 millions d'individus et qui attendent des preuves en matière d'inclusivité. Et puis également, hein, les seniors, alors là, très peu d'études ont été formulées sur leur desiderata, mais on s'aperçoit aussi que c'est les grands incompris de la mode et qu'il y a un travail assez important, sachant que les seniors sont de plus en plus importants. Voilà, je passe la parole à Muriel, après avoir fait ce petit état des lieux qui repose, je le souligne, hein, que sur 62 marques et pas l'exhaustivité du marché. Merci. Merci Isabelle. Donc effectivement, un premier état de l'art là, qui pose un peu le panorama finalement des échanges de cet après-midi. Avant Muriel de te faire réagir sur ces chiffres, peut-être présenter, bien apporter pour ceux qui ne connaisseraient pas. Oui, bonjour à tous. Oui, je vais présenter quand même brièvement, bien apporté. Je vais surtout expliquer les fondements de ce que l'on fait. Très brièvement, c'est une association qui se consacre à essayer de faire changer la mode de paradigme pour prendre en compte justement les personnes en situation de handicap ou ayant une pathologie dès la phase créative, voilà, jusqu'au conseil client, etc. Mais on en reparlera plus longuement après lors de la table ronde. Là, surtout, ce que je voulais vous expliquer assez brièvement, c'est les fondements de la création de notre association. Et puis, je vais commencer en ouvrant, comme on dit, enfonçant une porte ouverte. Si je vous dis qu'un vêtement, ça se porte, déjà, bon, jusque-là, on est tous d'accord. Hein. Ensuite, c'est pas tout, un vêtement, ça se supporte aussi. Donc là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Ensuite, un vêtement, ça s'enfile. Donc là, ça peut être beaucoup plus compliqué encore. Et puis, un vêtement, ça se manipule aussi. Hein, le boutonnage, les capuches, les poches, etc. Donc, en fait, ça fait beaucoup de dimensions d'usage du vêtement. Et ces dimensions d'usage, si je vous en parle, c'est parce qu'elles nécessitent tous des compétences de notre part, des compétences de notre corps, qui, du coup, ne sont pas possibles pour tout le monde. Par exemple, pour enfiler un vêtement, bon, bah, là, on va tous en convenir, il y a besoin de compétences motrices. Il faut être capable de lever le bras pour enfiler la manche, de lever la jambe pour enfiler le pantalon, etc. Mais on a besoin aussi de motricité fine pour enfiler un vêtement, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, mobilité des doigts pour les boutonnages. Bon, bah, alors, quand on est privé de ces capacités motrices, là, déjà, l'habillage, c'est compliqué. Mais ce n'est pas tout. On a besoin aussi, et ça, on ne s'en rend pas compte, de mobiliser des compétences cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est apprentissage, en gros. Hein. Pour s'habiller, il faut
planifier l'habillage. Alors, nous, on ne s'en rend plus compte la plupart du temps quand on n'a pas de pathologie ou de handicap, puisque du coup, on sait que la tête, elle passe dans le col et que le bras passe dans la manche. Mais pour beaucoup de personnes, notamment par exemple avec une maladie de Parkinson, ou voilà, il y a beaucoup de pathologies qui comportent des troubles cognitifs. Bon, bien, la séance d'habillage, elle doit être repensée. Chaque tâche doit être planifiée avec un certain ordre et tout pour le faire. Et du coup, ça devient très long. Donc, voilà, pour l'enfilage, on a besoin de ces compétences cognitives aussi. Et ce n'est pas tout. On a besoin aussi de plein d'autres compétences, mais je peux parler notamment des compétences sensorielles. Alors, sensorielles, c'est bien sûr tout ce qui est sensibilité tactile. Voilà, on en a besoin pour boutonner, par exemple. On a besoin de sentir le petit bouton avec les doigts. Sinon, ça devient beaucoup plus compliqué quand on n'a pas cette sensation-là au toucher. Et par exemple, quand on a été opéré d'un cancer du sein, mais là, je vous cite qu'un petit exemple parce qu'il y en a plein d'autres, souvent, on a eu ce qu'on appelle un curage axillaire qui fait gonfler le bras et qui annihile beaucoup de sensations nerveuses qui font que les sensations au toucher, elles sont vraiment beaucoup diminuées. Donc, c'est vraiment embêtant, notamment pour le boutonnage, mais de toute façon, on a besoin de cette sensibilité quand on touche la matière, enfin voilà, pour l'habillage en général. Donc, voilà, mais il n'y a pas que ça en plus dans le sensoriel. On peut parler aussi, dans une autre forme de sensoriel, des besoins en termes de posture et d'équilibre. Quand on s'habille, bon, alors on peut s'habiller assis, on n'est pas obligé de tenir debout pour enfiler le pantalon, mais en tout cas, voilà, se tenir droit, voilà. C'est aussi le cas après un cancer du sein. Souvent, on a tendance à se tenir un peu, enfin, avec une épaule baissée. Du coup, voilà, c'est pas difficile, pas facile de bien porter le vêtement dans ces conditions-là. Et puis, il y a tout ce qui est trouble de la proprioception aussi. Donc, tout ça, c'est complexe, en fait. La proprioception, c'est savoir où se situent les parties de notre corps sans avoir à les regarder, quoi. Voilà, je sais que j'enfile la manche de ma veste. Je n'ai pas besoin de regarder où est mon bras, voilà, pour le faire. Voilà, je n'ai pas parlé aussi dans les troubles cognitifs. Il y a aussi tout ce qui est problème de coordination, de praxie. Alors là, c'est pareil pour tout ce qui est boutonnage et pour l'habillage en général, c'est compliqué. Donc, si je vous dis tout ça, c'est pour voilà, qu'on souligne bien à quel point l'habillement, c'est une affaire complexe. C'est vraiment une longue histoire, en fait, entre le vêtement et le corps. Il se passe plein de choses. Et ce que l'on peut déplorer, du coup, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, qui est du b.a.-ba, malheureusement, dans l'industrie du prêt-à-porter, on en tient plutôt peu compte de ces dimensions-là. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le prêt-à-porter est conçu en pensant à des personnes qui sont en bonne santé. Et ça va même plus loin. Des personnes qui sont en bonne santé et qui en plus répondent aux gabarits proposés par la mode. Donc, si vous ne faites pas tout à fait ces gabarits-là, il faut vous débrouiller pour rentrer dedans. Et quand je parle de gabarits, du coup, je fais un petit aparté, mais on pense toujours effectivement aux morphologies, mais il n'y a pas que les morphologies. Ce dont la mode ne tient pas trop compte en général, c'est que notre corps le matin et le soir, c'est plus tout à fait le même, que l'on soit en situation de handicap ou malade ou pas. Voilà, tous, on a le corps qui bouge un peu, qui gonfle, voilà, entre le matin et le soir. Voilà. Mais alors, quand on a une endométriose, alors là, c'est encore pire, par exemple, puisque le ventre peut doubler de volume entre le matin et le soir. Mais il n'y a pas que ça. Là, dernièrement, on a travaillé sur le cancer du sein, par exemple. C'est pareil, trouver à s'habiller quand on a une asymétrie des seins, parce qu'on a une ablation, par exemple, ou que l'on a le bras gonflé à cause d'un lymphœdème. Là aussi, ça pose des problèmes morphologiques aussi, qui ne sont pas de l'ordre de la taille, mais qui sont vachement importants. Alors, donc, je vous explique tout ça parce que effectivement, l'industrie du prêt-à-porter construit des vêtements pour des personnes en pleine santé et qui répondent à ces gabarits, donc c'est très restrictif. Et du coup, ça exclut beaucoup de monde. Alors, si on doit citer un chiffre, je peux vous parler d'un chiffre de l'INSEE qui est hallucinant. Et en France, il y aurait 38,2% des Français qui se disent atteints d'une pathologie chronique ou durable. Et là, on ne parle que des pathologies chroniques ou durables. Je ne vous parle pas de la tendinite et du bras dans le plâtre, qui est bien gênant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de devoir vous habiller avec un bras dans le plâtre, mais c'est bien galère. Voilà, donc 38%, donc quasiment 4 Français sur 10. Donc, on peut s'interroger pourquoi est-ce que l'industrie du prêt-à-porter ne s'adresse pas à ces personnes, parce que là, c'est plus qu'un marché, quoi. C'est énorme.
Alors, il y a plein, on va certainement voir pourquoi. Effectivement, ils ne s'y intéressent pas. Il y a certainement, on en parlait, des freins d'ordre culturel, hein, une approche culturelle du corps qui est loin de leurs idéaux, parce que la mode, elle est là pour magnifier les corps et les transcender. Donc, le corps dans tous ses états de santé, forcément, ce n'est pas tout à fait la même philosophie, le même regard derrière. Donc, voilà. Alors, donc, la mode oublie toutes ces personnes. Ça a des répercussions, bien sûr, sur la vie de ces personnes. Je reprends le cas du cancer du sein. Quand on vient d'être opéré d'un cancer du sein, on n'a qu'un souhait, c'est de pouvoir enfiler un vêtement dans lequel on va se trouver joli et qui va nous permettre de nous réparer mentalement à travers l'image qu'on va pouvoir percevoir de soi dans le miroir à nouveau. Mais cette absence de reconnaissance, elle est vachement perturbante pour les personnes. Se sentir nié dans quelque chose qui permet à son corps d'exister socialement, c'est vachement dur. Voilà, donc c'est bien dommage. Et puis, voilà, bon, pour l'image de soi auprès des autres aussi. Et donc, du coup, faire mieux accepter, enfin, non simplement montrer qu'on est comme tout le monde, quoi. C'est vachement important de pouvoir porter les mêmes vêtements à la même mode que tout le monde, quoi. Donc voilà, on verra plus tard. D'accord. T'en avais marre? Il faut que j'arrête maintenant. Voilà. Alors, par contre, je vais continuer donc sur un paradoxe. C'est exactement ce que je voulais dire. Effectivement, c'est ce qui est un paradoxe finalement, c'est aussi que les personnes qui présentent un handicap s'habillent dans ces marques de prêt-à-porter en fait. Hop là, c'est bon. Voilà, effectivement, c'est ça qui est top. En fait, c'est que toutes les personnes en situation de handicap ou avec une maladie que je connais s'habillent toutes dans le prêt-à-porter. Ou même quand elles s'habillent pour quelques vêtements auprès d'une marque spécialisée, elles complètent en général, le petit haut vient d'une marque spécialisée, mais le reste des vêtements viennent du prêt-à-porter. Donc, elles s'habillent bien dans le prêt-à-porter. Ce qui veut dire, et ça c'est une super bonne nouvelle, que le prêt-à-porter sait faire. Il sait faire des vêtements plutôt ergonomiques. Alors, plutôt ergonomique, ça veut dire, donc facile à manipuler. En gros, ça veut dire que ce sont des vêtements qui cumulent des éléments de coupe, donc emmanchure, col, bas de manche, coupe générale, etc. Donc, des éléments de coupe, des éléments d'accessoirisation, tout ce qui est système de fermeture, les poches, la capuche, etc. Et aussi une matière textile qui, ensemble, donne un vêtement qui est compatible avec cette pathologie, donc avec les symptômes de cette pathologie, avec les effets secondaires des traitements de cette pathologie, avec tout ce que ça peut générer peut-être comme cicatrice, comme selon la pathologie dont il s'agit, comme troubles divers. Donc, le prêt-à-porter, c'est faire. Donc, c'est cool. Du coup, on se dit, bon, voilà, il n'y a plus de problème, quoi. Mais sauf que le problème, à mon sens, bon, c'est sûr que les vêtements, on pourrait encore les améliorer si le prêt-à-porter connaissait comment fonctionne le corps dans toutes ses limitations. Ça, c'est sûr qu'on pourrait encore les améliorer, faire mieux, et les personnes concernées feraient moins de concessions, du coup, soit sur leur confort, soit sur leur autonomie à l'habillage, soit sur leur look, leur style. Voilà, donc il y a du mieux à faire. Mais je pense que là, surtout, on a une difficulté, et ce serait chouette de pouvoir acculturer le prêt-à-porter à ça. C'est à diriger, valoriser les vêtements les plus ergonomiques au regard d'un client donné. Donc, en fait, il faudrait que l'industrie de la mode sache quels sont les besoins ou les besoins vestimentaires qui sont liés à certaines limitations ou à certaines contraintes, de façon à pouvoir mieux renseigner le client, mettre peut-être plus d'informations sur les sites internet pour décrire les ventes, pour décrire les produits, etc., de façon à ce que la personne qui cherche tel type de vêtements soit mieux renseignée, parce que pour l'instant, c'est un peu maigre les informations sur les sites. Donc, c'est un peu le jeu de hasard quand on achète un vêtement. Et puis aussi, voilà, former les équipes de vente en magasin, les conseillers de vente, parce qu'effectivement, dès qu'il y a un client qui a une problématique de santé, en général, il n'y a plus personne pour leur répondre. Et voilà, donc c'est dommage parce qu'il y a les produits, mais il n'y a pas le lien. Juste parce qu'il n'y a pas finalement ni la reconnaissance de cette clientèle, 40% de la population, ni la connaissance de cette clientèle. Alors,
nous, voilà, ce sont les constats que l'on a fait avec notre association. On s'est dit qu'il y avait un vrai travail à faire dessus. Donc, le travail, je l'expliquerai plus tard. Mais parce qu'à la décharge des marques de prêt-à-porter, c'est vrai que pour l'instant, il n'existe aucune ressource qui peut leur permettre de bien se documenter sur le sujet, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie de Parkinson et qu'on a besoin d'un pull, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a été opéré d'un cancer du sein et que, voilà, que l'on cherche un chemisier. Voilà, tout ça, c'est compliqué. Donc, nous, c'est toute cette expertise-là qu'on a fabriquée pour pouvoir la transmettre aux professionnels de l'habillement en général. Et là, du coup, je vais pouvoir conclure, puisque la suite, je l'expliquerai plus tard, mais conclure en disant que, en tout cas, j'en suis convaincue et tous les membres de notre association en sont convaincus, la prise en compte du handicap et de la maladie, c'est un levier, le meilleur levier qui soit, je crois, pour porter de l'innovation et aussi de la responsabilité sociale, du coup, au cœur de l'entreprise de prêt-à-porter. Merci Muriel, effectivement 9 ans qu'existe Bien à porter, donc une expertise qui est assez longue finalement et un travail avec plusieurs enseignes, on le verra tout à l'heure avec Promode dans la dernière table ronde. Merci beaucoup. J'enchaîne effectivement avec Jean-Philippe. Pardon, il y a qu'un micro qu'il faut allumer en même temps. Donc Jean-Philippe, tu es aussi dans l'association H2I. Peut-être avant de rentrer dans le sujet du marketing, peut-être un petit mot pour présenter H2I. C'est bon. Merci. Du coup, si tu es d'accord, je vais commencer par là et conclure par là aussi. Donc, H2I, Handicap Innovation Inclusive, c'est un réseau qu'on a fondé avec notamment deux collègues, dont le but est de mettre en contact des professionnels, des personnes en situation de handicap et des chercheurs autour de l'innovation inclusive. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette appellation? C'est des démarches participatives autour de l'innovation avec un souci du bien-être de l'usager. Alors, j'enchaîne si tu veux bien. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de marketing et de handicap. Donc, je vais faire un petit pas de côté ou de recul par rapport à la question du textile pour parler de la consommation et du handicap. Alors, c'est toujours difficile de parler à une audience sans doute hétérogène. Alors, je m'excuse si je dis des choses qui sont peut-être un peu triviales pour certaines personnes, mais voilà, je voulais reposer les bases de ce que c'est que le handicap et la façon dont on le conceptualise. Il y a eu un changement de paradigme assez important dans la façon de penser le handicap. C'est lorsqu'on est passé d'un modèle dit individuel à un modèle social du handicap. Le modèle individuel associait le handicap à la déficience de la personne. Donc, pour résoudre le handicap, il fallait régler la déficience de la personne pour qu'elle puisse participer à la société. Dans les années 60-70, il y a des militants et des chercheurs qui ont développé une autre approche, qui est le modèle social du handicap, où on va considérer que le handicap naît d'une interaction entre la personne et son environnement. Alors, ça paraît peut-être anodin, mais c'est en fait fondamental parce que ça va politiser le handicap. La personne n'est plus responsable, porteuse de son handicap, mais c'est l'interaction avec un environnement qui va créer la situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on parle de situation de handicap. Et si on parle de situation de handicap, on voit que le monde de la consommation, qui est omniprésent dans nos vies, crée des situations de handicap. Alors, évidemment, il y a tous les environnements marchands, les magasins, qui sont des lieux qui créent des situations de handicap, à la fois avec des dimensions matérielles. On pense tous aux questions d'escalier, de largeur des allées, de possibilité de prendre des choses en dérayonnage, d'avoir un environnement sensoriel qui soit agréable pour la personne, quelle que soit sa déficience, mais aussi une dimension sociale. Muriel parlait des personnels en contact, aussi les co-clients sont des personnes qui peuvent créer des situations de handicap en ne sachant pas comment interagir avec une personne qui est porteuse d'une déficience. Et puis, évidemment, l'offre produit, comme on l'illustrait pour le vêtement, peut créer des situations de handicap. Si tu peux passer la slide d'après. Ouais. C'est en fait assez difficile de résoudre ce problème du handicap et de l'offre, parce qu'on est vite face à une double impasse. D'un côté, des produits standardisés, qui sont souvent des produits donc inadaptés, parce qu'ils sont pensés pour des corps normés. Alors, je ne vous lis pas les verbatims pour aller vite, mais
En gros, c'est une personne qui explique que quand elle va chez sa fille, eh ben, elle ne peut pas manger avec les autres parce que c'est une table îlot et qu'elle est en fauteuil roulant, donc elle est exclue. Et lorsqu'on essaye de faire des offres spécifiques, eh ben, on va avoir d'autres problèmes parce qu'on est souvent sur des choses qui vont être coûteuses, des choses qui vont être stigmatisantes et des choses qui sont limitées en termes de variété d'offres. Quand je dis cher, vous voyez le petit joystick qui est en bas à droite, qui coûte 500 € et le morceau de Lego qui est attaché à un fil qui peut aider des personnes à se relaxer en période de stress, ça coûte 24 €. Quand je vous dis que c'est stigmatisant, c'est souvent les offres qui sont destinées aux personnes en situation de handicap. On va les considérer uniquement comme fonctionnelles. Et on va complètement oublier la dimension hédonique et symbolique qui peut être associée au produit. Et puis ensuite limiter parce qu'il y a moins de choix. Vous pouvez passer à la slide d'après. On a différentes difficultés dans l'articulation. Pourquoi il y a cette opposition? Alors, j'ai évoqué là on pourra en trouver d'autres, hein, mais difficultés à articuler offre et handicap. Et la première, je crois qu'on l'a un peu évoqué, hein, c'est des consommateurs qui sont souvent oubliés. On ne pense pas à eux. Alors, après, quand on y pense, c'est rare les personnes qui disent « bon, ben, moi, j'en ai rien à faire de ces clients-là » parce que déjà, on a des chiffres qui sont assez importants et puis d'un point de vue moral aussi, on essaye de les prendre en compte. Mais là, on a souvent des réponses qui vont être maladroites ou compliquées. Il y a une première chose qui est la question du validisme. Alors, ce n'est peut-être pas un mot qui parle à tout le monde, mais l'idée, c'est comme le racisme pour les personnes racisées. Le validisme, c'est pour les personnes valides par rapport aux personnes en situation de handicap, les situations d'oppression dans lesquelles peuvent se trouver les personnes en situation de handicap. Et ça exprime aussi le fait qu'en tant que valide, on a une représentation du monde, on a des valeurs qui sont liées au fait qu'en tant que valide, on a grandi dans cet environnement-là et on les a intériorisées. Et parfois, ça peut se projeter dans ce qu'on va faire dans une offre produit, par exemple. Il y a une petite photo là en haut à droite d'un monsieur en fauteuil sur une scène. C'est une personne avec qui j'avais fait un entretien et qui m'expliquait que souvent les salles elles sont marquées accessibles. Mais en fait, elles sont accessibles pour le public. Parce que les architectes n'ont pas forcément pensé que les gens qui vont sur scène aussi peuvent être handicapés. Et vous voyez, ça peut être ça, cette notion de validisme, où on a l'impression de tout bien faire, mais juste on pense avec des représentations qui sont biaisées. Un autre problème qu'on peut avoir avec le handicap, c'est la question de l'hétérogénéité du handicap. C'est le logo, c'est un fauteuil roulant, et c'est vrai qu'on a tendance à limiter le handicap à la déficience motrice. Or, il y a énormément de handicaps qui sont invisibles et qui sont très invalidants. C'est aussi une hétérogénéité qui est en termes de personnes, trajectoires, conditions matérielles d'existence. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que Maud développera par la suite, mais j'ai mis l'affiche du film Intouchable qui a irrité certaines personnes dans les milieux militants handicapés notamment, parce que c'est une personne blanche, riche, homme, qui est en fauteuil roulant. Et vous voyez que sa situation de handicap est sans doute pas la même que celle d'une personne racisée qui a un autre type de déficience, qui n'a pas d'argent. Voilà. Une dernière difficulté, pour essayer d'être relativement bref, c'est qu'en plus, des fois, on a des besoins contraires. Si vous avez des clients qui sont hyperacousiques, donc qui vont être sursensibles aux stimulations sensorielles, et d'autres qui vont être déficients auditifs, finalement, pour certaines personnes, on va avoir besoin d'avoir des stimulations sonores plus fortes, alors que pour d'autres, les stimulations sonores devraient être plus limitées pour que ce ne soit pas désagréable pour eux. Donc, ça peut être assez difficile de concilier ces contraires. Et je conclus avec deux pistes de réflexion qui ne sont pas forcément des solutions. Une première piste de réflexion, c'est la conception universelle. La conception universelle, elle est définie dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, comme la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Donc l'idée, c'est simplement de se dire que lorsqu'on conçoit quelque chose, on essaye de penser en dehors des corps normés, comment ça peut être approprié par d'autres personnes. Brève anecdote, en échangeant avec quelqu'un qui achetait des machines à laver, il me disait simplement, je pensais que le tout tactile, c'était l'idéal, et je me suis rendu compte que pour certaines personnes, d'avoir des boutons, ça permettait l'appropriation de la machine à laver parce qu'ils étaient déficients de visuel, etc. Donc, ça peut être simplement prendre en compte d'autres profils quand on conçoit l'offre.
Et dernière piste, mais vous voyez bien que c'est aussi quelque chose d'un peu utopique vers lequel on peut tendre, mais on n'a pas une offre qui peut être appropriée par absolument tout le monde. Et pour conclure vraiment, la dernière piste, notamment pour lutter contre les problèmes de validisme et de représentation qu'on peut avoir, c'est simplement de faire participer les gens qui sont concernés. C'est quelque chose qui est au cœur de la démarche de Bien Apporter, et c'est dépasser le faire pour faire avec et par. C'est le slogan des militants handicapés, « Nothing about us without us », mais souvent, ce n'est pas non plus si simple. Ça prend plus de temps. Il y a une question de représentativité parce qu'une fois qu'on a dit que le handicap était hétérogène, si on fait participer une personne, elle ne sera pas représentative de cette hétérogénéité. Et donc voilà, c'est un peu toutes ces questions autour de la participation qu'on essaye de discuter au sein du réseau H2I qu'on a fondé avec des collègues. Merci. Merci Jean-Philippe. Alors, il ne faut pas toucher les micros. Merci Jean-Philippe pour d'avoir rebouclé justement sur H2I. Je vais laisser la parole maintenant à Maud qui va nous parler d'approche intersectionnelle. J'ai réussi à le dire. Toujours pas le micro. Peut-être juste si tu peux effectivement nous signifier ce que signifie intersectionnel. C'est bon, c'est bon. Oui, je vais parler que de ça, et assez brièvement, hein, je vous rassure. En fait, alors Jean-Philippe et moi, on se connaît depuis un certain temps, puisqu'on a été amenés à travailler sur des problématiques un peu similaires. Et puis, c'est vrai que quand on s'est tous rencontrés pour la première fois, on n'a pas hésité 2 secondes, en fait, en tant que chaire de la mode circulaire, à proposer cette thématique. Pourquoi ? Parce que pour nous, elle correspond pleinement, en fait, aussi à la mode circulaire, cette dimension inclusive. On voit d'ailleurs qu'elle est même assez investie par les nouveaux acteurs de la mode. Donc, ça nous a semblé normal. Et puis aussi parce qu'on est un peu tombé, nous, dedans, il y a 14 ans. On a une équipe de recherche. Alors, j'excuse un certain nombre d'absents parce qu'ils sont dans une conférence en Angleterre. Mais il y a 14 ans, en fait, on a été un des premiers groupes de chercheurs à travailler sur l'ethnicité. Et en fait, quand on travaillait sur l'ethnicité, c'était assez nouveau à l'époque. On a ensuite, en fait, développé une sorte de compétence et de savoir autour de ce qu'on appelle la vulnérabilité des consommateurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc, quand on discutait de l'ensemble des problématiques qu'on a soulevées jusqu'à présent, en fait, je me suis dit, dans le cadre de ces échanges avec vous, il y a un concept qui me semble vraiment très intéressant à explorer et il faudrait échanger ensemble, c'est celui de l'intersectionnalité, qu'on mobilise depuis pas très longtemps finalement dans les recherches et encore moins en fait dans les pratiques managériales, et pourtant je pense qu'il peut faire sens parce qu'il encapsule en fait des problématiques dont on vient de parler. Alors, c'est un concept sociologique. Ah oui, là je mets ma casquette un peu de sociologue de la consommation, aussi utilisé par les chercheurs en sciences politiques. Il est très très populaire aux États-Unis. Vous avez déjà peut-être entendu d'ailleurs ce terme dans les médias, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Et en fait, il traite des conditions, de toutes les conditions qui permettent de comprendre et de déconstruire en fait les inégalités individuelles et sociales dans l'objectif d'aller vers une société plus inclusive. C'est comme ça qu'on peut définir un peu l'intersectionnalité, mais à partir de là, je vais quand même vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Alors, l'intersectionnalité, ça trouve racine, en fait, c'est un concept qui a été développé par une Américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, et c'est une juriste. Elle est juriste et elle étudie en fait le droit des femmes noires américaines à l'époque. Et elle a montré en fait par diverses études qu'elle cumulait plusieurs, ce qu'on appelle des conditions, ça on peut appeler ça des caractéristiques aussi, de genre, de couleur, souvent de précarité sociale. Et ça les prédisposait à être victimes assez régulièrement de dynamiques de discrimination tout au long de leur vie, ce qui crée en fait un énorme handicap social. Alors là, ça nous semble hyper évident quand on le dit maintenant, mais c'était en 1989 et c'était extrêmement nouveau, et c'est elle qui a donc installé la terminologie de l'intersectionnalité. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle s'est donc intéressée aux femmes noires et qu'elle expliquait que dans le système de la justice américaine, elles étaient traitées comme les hommes, alors qu'elles subissaient en fait aussi des formes de sexisme qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas être étudiées et considérées comme les hommes dans la justice américaine. Donc, à partir de là, en fait, tout le monde s'est intéressé à ce concept, enfin, tout le monde, un certain nombre en fait, de sociologues, de politistes, on va se penser sur des tas de phénomènes différents, et donc l'intersectionnalité, vous allez la retrouver d'abord dans les recherches sur le racisme et l'ethnicité, mais ensuite sur le sexisme et le féminisme, dans les inégalités sociales, dans la construction du genre, beaucoup d'ailleurs,
dans les politiques d'inclusivité, notamment, par exemple, toutes ces méthodes, l'utilisation de la méthode des quotas pour rétablir des formes de justice sociale. On a donc accumulé beaucoup de preuves empiriques, finalement, qui permettent de définir un peu plus largement ce concept. Alors, l'intersectionnalité, ça permet de considérer une chose, c'est que notre identité, en fait, personnelle et notre position sociale, c'est quoi? C'est le produit de ce qu'on appelle un système de domination qui est plus ou moins contraignant, en fait, en fonction des caractéristiques dont on est prédisposé et qui vont émaner de différentes sources. Alors, les sociologues, ils ont un mot qui fait peur quand on parle de ça. Ils disent « on est au carrefour d'oppression ». Voilà, c'est un peu ça. Et tu l'as toi-même bien expliqué tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intersectionnalité, ça permet de comprendre un certain nombre d'éléments. Un, l'individu est multifacette. Et en fait, chaque facette, elle peut être que considérée par rapport à une autre facette. Et en fait, ça doit se faire de manière simultanée, en particulier parce que quand ces facettes ne s'additionnent pas, mais en fait, elles amplifient les phénomènes de discrimination. Donc ça, c'est une première chose que l'intersectionnalité permet de penser. Deux, les ressentis individuels et les constructions identitaires en fait, des individus, elles sont modulées par toutes ces formes de domination qu'ils rencontrent au cours de leur vie. Et donc, ces facettes les modèles. Les relations de domination sont des dynamiques de pouvoir. En fait, il y a les gens qui détiennent une forme de pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Et en fait, le validisme, c'est une forme de détention de pouvoir notamment. Et ces relations de pouvoir, elles sont détenues par les individus, mais elles sont aussi le fait de structures et d'organisations. Donc, en fait, on a des individus, mais aussi des sociétés, des institutions, en fait, qui vont reproduire des systèmes de domination. Et c'est l'ensemble de ce que, finalement, Crenshaw et tous les chercheurs en sociologie sur l'intersectionnalité essayent d'expliquer, c'est que tout ça, en fait, ça forme des systèmes. Et donc, il y a des dynamiques qui sont des dynamiques systémiques. Alors, si je prends un exemple, quand même, c'est pour ça qu'être une femme noire aux États-Unis, ça ne vous expose pas du tout à la même trajectoire individuelle que si vous êtes un homme noir aux États-Unis, mais non plus à une femme noire en France ou un homme noir en France. Ou si vous êtes, et ça c'est plus évident, une femme blanche aux États-Unis ou une femme blanche en France. Bon, à la fin, je ramasse les copines. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien compris. En fait, vous voyez comment fonctionne ce qu'on appelle la matrice de lecture des privilèges. Et en fait, l'intersectionnalité, moi je dis toujours un peu en plaisantant, mais pas tant que ça, en fait, c'est comme un oignon. En fait, il faut le peler. Et je prends aussi cette métaphore parce que généralement, quand on se rend compte de l'intensité en fait, des différentes conditions, on a tendance un peu à pleurer, comme quand on pèle un oignon. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait et concrètement, à quoi ça sert? En fait, c'est un outil intellectuel, donc ça, c'est intéressant. Ça permet de penser les inégalités et ça permet aussi de parler de vulnérabilité, ça permet de comprendre un peu les discriminations, la marginalisation, l'exclusion, dont on parle en fait depuis le début de cette table ronde. Voilà, et ça permet aussi de comprendre pourquoi parfois en marketing on fait des erreurs sans le vouloir d'ailleurs parfois, puisqu'il y a ce fameux système qui est aussi là. Je voulais finir juste sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser un peu dans la pratique. On peut l'utiliser en fait pour interpréter les réactions des consommateurs ou des individus, parce que j'aime pas trop dire consommateurs, des gens, quoi, et les mouvements de marché. On peut ainsi mieux les comprendre, aussi un peu mieux comprendre nos pratiques d'entreprise, de manière même un peu quotidienne, on peut l'utiliser. Premier point sur lequel on peut utiliser la notion d'intersectionnalité, c'est comprendre pourquoi parfois on a des réactions d'individus qui sont concernés et qui ont une très grande ampleur. J'ai souvent croisé des entreprises qui s'étonnaient en fait de la manière dont un certain nombre de populations vulnérables pouvaient s'adresser à eux de manière parfois un petit peu virulente. En fait, non, parce que quand on comprend cette intersectionnalité, on comprend qu'on bouge une facette, mais il y a toutes les autres qui viennent avec. Donc, ça permet de les observer, ces revendications fortes, de ne pas s'en étonner, et au contraire, peut-être d'agir en fonction de ce qui peut être dit. Un cran plus loin, finalement, ça permet aussi de trouver des gens qui ont finalement peut-être envie de collaborer. Aussi, on a parlé de la collaboration, c'est-à-dire que ce n'est pas que des gens qui ont à crier très fort, hein, c'est des gens qui généralement ont aussi envie de se saisir de ces sujets qui les concernent. Donc, c'est le dialogue, la co-création dont on parlera juste après. Autre élément, l'intersectionnalité, c'est de l'inclusivité, et l'inclusivité, c'est rendre visible l'invisible, et en fait, l'intersectionnalité, ça permet de comprendre pourquoi d'un seul coup, parfois, on a des imaginaires simultanés qui vont arriver. Et on travaille pas mal sur l'activisme des marques.
Et donc, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, souvent, on parle de body positivisme et on parlait de la lingerie, qui était l'endroit où on avait souvent, par exemple, une notion d'inclusivité qui allait arriver. Mais d'un seul coup, on va avoir des mannequins qui ont une morphologie différente et elles ont aussi des couleurs de peau différentes. En fait, c'est parce qu'il y a des associations de lutte qui sont dans les imaginaires collectifs et qui sont exploitées et qui sont pensées en fait, par l'intersectionnalité. Donc, la diversité ethnique, en fait, est un peu aussi traitée à l'aune de la diversité du corps féminin. Beaucoup de petites marques vont pouvoir d'ailleurs s'emparer de ce genre de discours. C'est un peu plus difficile pour les marques conventionnelles parce qu'elles sont justement dans une routine et un système qui est un peu différent. Troisième point sur lequel on peut aussi réfléchir, c'est la dynamique systémique. Là, je faisais un pont, c'est-à-dire c'est elle qui crée l'inégalité, le jeu entre les individus et la structure. Quand on parle avec les associations, quand on rencontre beaucoup de gens qui travaillent, notamment dans les marques conventionnelles aussi, on rencontre des gens extraordinaires qui ont envie de faire plein de choses. Il se trouve qu'en fait, ils sont souvent dans un système. Et c'est assez amusant parce qu'on parle ensemble, ils nous disent « oui, mais ça, je ne peux pas faire ». Parce qu'il y a la règle du taillant, il y a la règle de la marge. Et en fait, c'est vrai qu'il faut comprendre en fait, aussi l'entreprise comme une structure et comme une structure organisationnelle. Il y a ce que vous voulez faire à l'intérieur et il y a aussi ce que la structure permet de faire. Et souvent, on s'interdit d'aller questionner la structure. Alors que c'est en faisant aussi bouger la structure qu'on arrive à faire bouger l'ensemble en fait, de l'offre par rapport à des populations vulnérables sans créer de vulnérabilité. Et enfin, je vous ai parlé de la matrice de lecture des privilèges. En fait, nous, les chercheurs, on l'utilise. C'est-à-dire qu'on est des privilégiés. Moi, je suis une femme, blanche de 40 ans et j'ai étudié l'ethnicité. Et si je n'avais pas réalisé que j'étais dans ma position de privilégiée, comme quand j'ai étudié des illettrés, en fait, je n'aurais certainement pas produit le même type de recherche. Et en fait, ça, c'est une posture intellectuelle que tout le monde peut aborder, c'est-à-dire à un moment, quelle est ma place ? Nous, les sociologues, on dit d'où je parle. Ça fait très chic. Voilà, c'est-à-dire, je conscientise ma place dans ce système, quel est mon niveau de pouvoir. Et puis, ça permet d'éclairer finalement à la fois mes pensées, mes décisions, mes pratiques. Et ça permet de faire un peu de déconstruction de l'histoire de l'oignon tout à l'heure. Et donc, ça, en fait, c'est très utile parce que ça permet d'éviter un écueil qui est assez courant. C'est-à-dire, ça permet de passer de la posture d'assistance, qui est une posture de surplomb, à la posture d'alliance, qui est une posture de collaboration. Et ça, beaucoup de chercheurs, notamment américains, parlent de cette idée de l'alliance, d'être des alliés. Et donc, ça, c'est important aussi de pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Et notamment, on a pas mal d'études et de recherches qui montrent qu'il est intéressant d'avoir un tiers qui n'est pas partie prenante du système pour pouvoir intervenir et pouvoir rétablir des formes de justice ou en tout cas d'équilibre des pouvoirs. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur l'intersectionnalité. C'était un petit peu long quand même, mais avec plaisir pour en échanger. Merci Maude, merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle ou dans le chat? Oui. Bonjour, je suis Fabienne Liard, engagée sur ce sujet depuis 5 ans. Effectivement, le textile sait faire. Les nouvelles technologies permettent de faire. On peut mesurer avec les nouvelles technologies, les nouvelles morphologies. Par contre, il reste une frilosité à oser. Alors, est-ce, échange à boulot, c'est pas pour ça. Est-ce une peur du social business? Est-ce un public encore capté par le médico-social? La personne en situation de handicap est encore considérée comme pauvre ou malade et non un consommateur à pouvoir d'achat aussi hétérogène que la personne valide. Mais en tout cas, pour pousser moi ces sujets-là depuis 25 ans, c'était un peu comme la femme ronde il y a 20 ans. Mais pour autant, on va faire des magasins pour femmes enceintes, mais pour aller sur ces sujets-là, qui plus est sont générateurs d'emploi, je pense aux retouches, etc., on n'y va pas. Ou en tout cas, on a peur de faire du système sexualisant. Vous en pensez quoi et comment bousculer ça passe, ce soit une gamme à part entière, quoi, et à des faibles. Alors, j'espère qu'en ligne, vous avez pu entendre la question,
on n'a pas de micro. Est-ce que quelqu'un ici veut réagir, Muriel, peut-être? Oui. Est-ce que tu peux me résumer ta question pour que je… Alors, c'était pas une question, il y avait effectivement un constat. Et pourquoi on n'y va pas? Oui. Les entreprises n'y vont pas, les Ouais. hôtels n'y vont pas. Oui. Alors, je vais juste, je me permets de te couper. Effectivement, vu qu'il n'y a pas de micro, ils n'ont pas entendu. Donc, la question, c'était effectivement donc, il y a eu tout un constat et pourquoi les entreprises n'y vont pas finalement sur ce sujet-là. Voilà la question qui était posée. Muriel, je te laisse répondre. Oui, et je te confirme la frilosité des marques. Effectivement, nous, ça fait 9 ans qu'on travaille sur le sujet. On arrive, on avance, etc. Mais même quand on travaille avec une marque, elle n'en parle pas. Comme quoi, il y a vraiment des points de blocage importants. Je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, je pense un problème culturel, un choc culturel. En fait, les marques, les personnes qui développent les vêtements sont des stylistes, et c'est génial d'être styliste, c'est un super job. Mais une styliste, elle fait du style. Et du coup, le corps, il est oublié. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une approche culturelle du vêtement en France aussi qui fait que, quelque part, le corps, c'est un peu vulgaire. Alors, surtout le corps, en plus, qui n'est pas tout à fait bien, qui est un peu trop aussi ou pas assez ça. Donc, du coup, ça ne va pas. Donc, du coup, il y a une négation du corps et les vêtements, ils sont faits pour transcender ce corps-là. Donc, le corps, il n'existe presque plus. Parfois, on caricature la mode en disant qu'elle habille des porte-manteaux, en fait. Voilà. Alors que d'un autre côté, voilà, le corps qui a une problématique de santé ou de handicap, c'est un corps criant, comme on le disait tout à l'heure, c'est un corps qu'on ne peut pas cacher, c'est un corps qui n'est pas dominé par la personne qui le porte, ce corps-là. Voilà, donc je pense que voilà, il y a un problème de choc culturel comme ça, voilà, en premier. Puis après, c'est pas tout. Je pense qu'il y a aussi, il y a plein de choses. Il y a c'est difficile d'abord de parler de ce sujet-là sans… il y a la trouille, moi je le vois, de stigmatiser le vêtement. Voilà, si ce vêtement-là, il a été fait, on le voit là, avec Promode, dans l'échange qu'on est en train de faire, on a travaillé sur le cancer du sein. Et nous, notre objectif à l'association, c'est surtout pas de produire du vêtement spécialisé. C'est justement faire que les vêtements des collections classiques soient pensés pour intégrer aussi les problématiques des femmes qui ont eu un cancer du sein. Là, c'était pour ce cas-là. Il y a beaucoup de difficultés. Comment on fait pour parler du vêtement sans donner à penser qu'il est réservé aux personnes qui ont un cancer du sein? Parce que pour l'instant, ça montre bien les difficultés d'inclusion voilà, que l'on a, quoi. À partir du moment où il y a une problématique de santé, pouf, on est un petit peu mis à part. Donc, voilà, comment l'expliquer autrement. Après, je pense qu'il y a une peur. Voilà, la peur que ce soit trop complexe. Voilà, alors que finalement, ça ne l'est pas. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en travaillant sur le sujet du handicap ou de la maladie, finalement, on fait du vêtement meilleur pour tous. Voilà, ça se vérifie dans tous les domaines. Voilà, je reprends le cas du cancer du sein sur lequel on travaille avec Promode. Souvent, après un cancer du sein, il y a, j'en parlais tout à l'heure, un problème de gros bras, le bras qui a gonflé et qui reste très gonflé, parfois pour toujours, suite à un curage axillaire à titre préventif. Enfin, voilà, les problèmes de gros bras, il n'y a pas besoin d'avoir eu un cancer du sein pour l'avoir. Il y a un paquet de clientes qui ne peuvent pas porter des vêtements du prêt-à-porter parce qu'ils ont le bras trop gros pour rentrer dedans. Voilà, que ce soit pour des raisons morphologiques, des raisons d'âge, des raisons de traitement, tout ce qui est voilà, traitement après passer la ménopause, etc. Enfin, voilà, tout ça, ça génère aussi voilà, une morphologie du corps qui est plus voilà, prend plus de volume. Bon, je me suis peut-être un petit peu perdue là, en fait, j'aurais pas mal de… Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des études pour savoir si c'est rentable? Alors, je le dis directement, je ne pense pas qu'il y ait d'études, en tout cas, c'est rentable. Justement, avec ce que je viens d'expliquer, le gros bras,
Si vous faites un vêtement qui est pensé pour la femme qui a eu un cancer du sein, vous allez du coup avoir beaucoup plus de clientes bien en deçà de celles qui sont atteintes d'un cancer du sein qui vont pouvoir en profiter. Mais c'est pareil pour tout. Le vêtement qui est plus facile à enfiler pour une personne qui a des difficultés fonctionnelles, il sera plus facile à enfiler pour tous. Pensez simplement qu'en France, et là quand je parlais tout à l'heure de 4 personnes sur 10 qui sont concernées par une pathologie chronique ou durable, regardez, ça s'illustre tout simplement avec l'arthrose. Il y a 12 millions de personnes en France qui ont de l'arthrose. Si on commence à penser à ces personnes-là, pour tout ce qui est problème de motricité, on va faire du vêtement qui va être beaucoup plus facile à avancer pour tous. Et là, du coup, on fait un vêtement meilleur. On se concentre tous, là, et on a besoin, sur tout ce qui est recyclage du vêtement, la seconde vie du vêtement. Mais zut, pensons déjà à sa première vie pour qu'elle soit la mieux adaptée possible aux besoins des personnes. Si ce vêtement-là, il remplit tout à fait son rôle pendant sa première vie, qu'il va jusqu'au bout de cette première vie, eh bien, on n'aura pas à le gérer pour une seconde, en gros. Merci. Alors, il y avait aussi une question ici. C'est plus un témoignage. Je travaille dans l'entreprise de la nôtre. Pour les locaux, vous comprendrez. C'est plus un témoignage avec beaucoup d'humilité. D'abord, je parlais de vision à qui on s'adresse. Je parlais de vision aussi de clients et c'était le mari. Et voilà, par rapport au chef, au styliste qui travaille sur ces collections, je pense que le concept n'est pas après, et c'est pour ça que je parle d'humilité, hein, et parce que si c'était ça, ce serait dans tous les magasins. Il y a une complexité, vous en avez parlé, hein, qui est on s'adresse justement. Ces vêtements, en fait, ont été une personne en fauteuil roulant, mais il n'y a pas que ça. Pour une personne qui a des donc il y a vraiment plein de segments différents pour parler de l'enfer. Qui fait que c'est pas si facile que ça, parce que ça voudrait dire monter en puissance en termes de stock et gamme sur plein de produits différents et avec en face, pour vraiment parler de une incertitude sur est-ce que vraiment il y a un marché, est-ce que vraiment il y a une compétition. Après, vous avez évoqué aussi, non pas le terme de peur, mais je ne suis pas dans la. Mais quand j'entends des collègues vraiment je ne peux faire part pour les femmes, j'entends pas une peur, mais plutôt une peur où c'est pas si fluide. Hein, c'est-à-dire, elle m'adresse à une femme qui est malade, c'est pas forcément concerné, je ne sais pas ce qu'elle est. Et en tout cas, quand vous parlez de la partie, je vous dis le terme, mais en tout cas qui rend nécessaire la partie collaboration et construire avec et aussi vraiment quand je dis avec la personne, même si ce n'est pas ma réalité, même si ce n'est pas mon quotidien, c'est comment je deviens capable, puisque c'est moi qui tiens la plume à ma créativité, de me mettre au service de profit en fait de nos crayons et après, c'est vrai qu'il faut garantir à tout prix, parce que ce n'est pas normal, c'est faux. On est à payer plus cher que les autres. Alors, une réaction, Muriel, peut-être en résumant très succinctement, alors pour les prochaines prises de parole, je vous inviterai à venir ici, sinon les personnes n'entendent pas du tout, donc c'est pas très sympa pour eux. Là, ça va être compliqué de résumer parce que voilà, c'est un témoignage du coup de Olivier Balanguin d'une marque secrète, mais à petit prix. Voilà. Voilà. Donc un témoignage effectivement quant à l'humilité
des femmes voilà, qui travaillent. Alors là, déjà, vous parliez du soutien-gorge pour le cancer du sein. Vous voyez, là, vous mettez le point sur quelque chose qui montre à quel point la mode n'est pas complètement ouverte, même si elle est à petit prix. parce que oui, effectivement, beaucoup de femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein ont besoin de soutien-gorge spécialisé, mais d'abord pas toutes. Pour beaucoup, le soutien-gorge, il devient insupportable parce qu'elles ont la peau irradiée, parce qu'elles ont des gonflements, des sensibilités cutanées très fortes, et souvent, justement, elles essaient de s'en passer du soutien-gorge et donc de compenser par des petits hauts. Et là, il y a un paquet de problématiques, en fait. Des problèmes de soutien-gorge, elles n'en ont pas, quasiment. Elles ont des problèmes pour les vêtements du haut, parce qu'il faut des vêtements qui soient faciles à enfiler avec toutes leurs problématiques, avec une matière que leur peau supporte, avec une coupe qui ne génère pas de frottement, par exemple sous l'aisselle ou sur les autres cicatrices aussi, une coupe qui cache bien les cicatrices qui peuvent déborder sur le col, mais tout en étant ouvert quand même parce qu'il y a des bouffées de chaleur et parce que justement, si une coupe de col ouvert va moins valoriser la symétrie, etc. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout le cahier des charges parce qu'il est important. Donc, c'est la première chose sur laquelle je voulais rebondir. Pourquoi, et justement, tout à l'heure, Jean-Philippe en a parlé, pourquoi on reste sur les symboles? Quand on crée un vêtement pour personnes en situation de handicap, paf, c'est pour les personnes en fauteuil. Et quand on crée un vêtement pour parler, parce qu'on va parler aux femmes qui ont un cancer du sein, paf, c'est le soutien-gorge. Mais il faut regarder tout ce qu'il y a autour, hein, tout autour, il y a plein de choses. On ne règle pas le problème en s'adressant uniquement au symbole. Le symbole, il est bon pour faire de la com, c'est tout. Et ça ne suffit pas, la com, là où on en est. Ouais, je dis pas qu'au contraire, je trouve ça bien. De toute façon, on commence aussi par quelque chose et puis j'espère qu'après, on pourra aller plus loin sur ce chemin-là. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est, alors je ne sais plus comment vous l'aviez exprimé tout à l'heure, mais c'est que justement, il y a plein de types de pathologies différentes. Et effectivement, on ne peut pas construire un vêtement qui aille pour chaque pathologie, etc. Mais justement, le travail que nous, on fait, qu'on a pu voir, c'est que quand on travaille, j'en parlais à l'introduction, mais vous n'étiez pas encore arrivé, dans toutes les maladies, on retrouve, alors parfois ensemble, parfois isolés, des troubles d'ordre cognitif, des troubles d'ordre fonctionnel, des troubles d'ordre sensoriel, etc. Mais en fait, ça fait en gros, je ne sais pas, 7-8 familles de troubles sur lesquels travailler. Et quand on a trouvé les réponses à ces 5-6 familles de troubles-là, on est capable de fabriquer, allez, on va dire 4 ou 5 vêtements universels en gros. C'est-à-dire que n'importe qui aura son vêtement qui lui va bien parmi ces 5-là. Donc, du coup, ça vaut le coup, au contraire. C'est une façon justement de pouvoir répondre à tout le monde. Ce n'est pas plus coûteux, au contraire. Je pense que c'est des vêtements qui ont un avenir. Mais tout ça, ça suppose par contre de les construire ensemble et surtout d'acculturer l'entreprise. Il faut que les équipes stylistes, et tous d'ailleurs, parce qu'on parle du stylisme, mais il y a aussi toute la chaîne de production du vêtement derrière, la communication sur le vêtement, la façon dont on en parle et dont on le présente sur Internet et les informations qu'on donne dessus aussi. Mais il faut que tout cela fonctionne dans ce nouveau paradigme qui peut mener à cette mode plus universelle. Alors, il y a 2 questions dans le chat. On va essayer d'y répondre assez brièvement parce qu'on est en train d'accumuler beaucoup de retard, mais on va quand même prendre des questions. Donc, première question de Coralie Lallemand. J'entends complètement l'idée d'un vêtement pour tous qui a pour objectif l'inclusivité, mais dans les faits, est-ce que ce n'est pas compliqué de penser un vêtement universel et inclusif quand on sait que les vêtements ont une fonction très fortement liée à la distinction et à l'affirmation identitaire? Petite précision, c'était pour le faire à l'écrit, mais qu'à l'oral, elle aurait beaucoup plus englobé la question. Donc ça, peut-être que ça va être Muriel qui va y répondre. Et deuxième question, qui va être à mon avis plutôt pour Isabelle et peut-être Maud aussi. Concilier business model et mode inclusive est un vrai enjeu pour les marques. Alors, est-ce qu'au niveau de la chaire, cette problématique est traitée? Et si oui, quelles sont les réponses empiriques qu'on peut y apporter? Alors, peut-être Muriel sur la première question, rapidement. Alors, j'entends complètement l'idée d'un vêtement pour tous qui a pour objectif l'inclusivité, mais dans les faits, est-ce que ce n'est pas compliqué de penser un vêtement universel?
Excuse-moi, oui, oui, tout à fait. En fait, là, elle est en train de parler de design, etc. Moi, je parle du vêtement, de tout ce qui est fonctionnel dans le vêtement, en fait, hein. C'est-à-dire, voilà, comme je disais au début en introduction, le vêtement, ça se porte, ça se supporte, ça se manipule. Bon, ça s'enfile, ça se retire aussi. Enfin, voilà. Nous, on ne s'occupe que de ça. Après, on peut faire 1001 versions du vêtement avec tel style qui va exprimer ceci ou cela de la personne. Après, c'est une autre histoire. Là, on est vraiment dans une histoire de style. Moi, je parle par contre des fondamentaux de la construction du vêtement. Là, on est capable de faire du vêtement, alors pas un vêtement universel, mais une gamme de vêtements qui répondra à tous. Merci. Sur la deuxième question, un mot d'Isabelle? Vas-y. Oui, concernant les travaux de la chaire, effectivement, on a l'intention. Jusqu'à présent, c'était beaucoup plus orienté sur tout ce qui était plutôt le lien avec l'environnement. La question inclusive est de plus en plus soulevée. Et effectivement, on va faire un décryptage dans les prochaines semaines sur la mode inclusive. Et surtout, dans le cadre de l'observatoire qu'on a développé sur la mode circulaire, effectivement, on aura une vague plus précise sur les attentes des consommateurs. Donc, effectivement, alors c'est un sujet qu'on débute. Enfin, je veux dire, comme vous l'avez vu, Maud travaille depuis très longtemps sur la question de la vulnérabilité, mais cette question au niveau de la chair et par rapport à la mode, effectivement, est un sujet qu'on commence à défricher. On a défriché sur d'autres sujets, mais effectivement. Et puis, ça, je dirais, ça interpelle d'autres sujets qui sont également liés au upcycling, etc. Donc, on a des chevauchements avec nos thématiques usuelles. Mais, et puis, le rapprochement avec Bien Apporté va effectivement nous permettre de travailler beaucoup plus en profondeur et de façon plus longitudinale sur cette thématique. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les quatre pour vos interventions. Merci pour les questions. J'espère que les réponses ont été claires.